Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web avec un peu de retard ce matin dû à des problèmes techniques, vous l'aurez remarqué certainement. Cécile Duflot est notre invitée en tout cas. Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Députée Europe Écologie Les Verts de Paris, ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Michel Urvoy, éditorialiste politique à Ouest France, et Pierre Koetcher, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, sont aussi avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission, poser vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, #Direct Politique. Cécile Duflot, on va commencer avec l'actualité de ce matin, évidemment. C'est les profs qui sont dans la rue ce matin contre la réforme du collège. Question simple pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme du collège menée par Najat Vallaud-Belkacem? Est-ce qu'elle est nécessaire, comme l'a dit Barbara Pompili, notamment sur France Info hier matin? Est-ce qu'il faut la poursuivre, la suspendre, comme le demandent les profs? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette réforme? D'abord, je pense que les orientations sont bonnes. Les orientations de cette réforme, c'est-à-dire de tirer le bilan d'une réalité. Notre système scolaire ne fonctionne pas bien. Les études internationales le montrent. Les études sur les compétences des adultes, c'est-à-dire ceux qui sont sortis du système scolaire il y a 15 ans, le montrent aussi. Il y a une aggravation des inégalités et notamment des difficultés qui étaient fortes au niveau du collège. Donc il fallait évidemment faire bouger les choses. Est-ce que je peux comprendre certaines inquiétudes de la part des enseignants? Oui. Pour une raison d'ailleurs assez simple, et c'est pour ça que les critiques notamment de M. Le Maire et d'autres sont très très malvenues, c'est qu'on a sacrifié la formation professionnelle des enseignants, la formation initiale, mais aussi la formation continue. Donc on a une réforme qui arrive d'en haut, c'est peut-être ma seule réserve, sans doute sur la méthode, mais sur le fond, sur le choix de l'interdisciplinarité, sur le fait de dire qu'aujourd'hui le collège ne fonctionne pas bien et qu'il faut aller vers une autre manière de travailler, ensemble je pense que Najat Vallaud-Belkacem va dans le bon sens. Donc pour répondre à une question de Jérôme qui est tombée cette semaine, en tant que député, vous la voterez cette loi si elle arrive telle qu'elle à Alors, l'Assemblée? c'est pas une loi, c'est une réforme sur le mode de fonctionnement. Cette réorganisation du collège. Donc, il n'y aura pas de vote à l'Assemblée nationale. Mais oui, je peux dire sans aucune difficulté que je comprends les inquiétudes, parce qu'il ne faut pas dire ceux qui sont contre cette réforme ne comprennent rien ou sont uniquement des réactionnaires. Je pense que c'est inexact. Il y a des inquiétudes qui sont légitimes, notamment sur la manière de s'organiser, le temps qui sera donné à chaque enseignant pour pouvoir travailler et travailler avec ses collègues, mais aussi sur un point, moi je dis c'est ma seule réserve, c'est sur le fait qu'on n'ait pas un modèle univoque, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même manière dans un collège de 200 élèves en milieu rural ou dans un collège de 800. Donc il faut aussi que les équipes éducatives aient la possibilité de s'organiser, de faire des choix elles-mêmes et qu'il n'y ait pas une vision univoque qui s'applique partout. Je pense que ça, c'est le fait que ça vienne aussi du terrain, que ça vienne des enseignants qui sont face à leur classe jour après jour, je pense que c'est une nécessité. En même temps, le statu quo est évidemment inenvisageable de mon point de vue. Alors voilà, tout le monde réclame cette réforme du collège et la réforme des programmes d'ailleurs. D'où vient la virulence des attaques? Est-ce que l'opposition veut rejouer le mariage pour tous, comme le disent les socialistes? Est-ce qu'il y a un défaut d'explication de la part du gouvernement? Est-ce qu'il y a une confusion entre collège, programme? D'où vient effectivement, il y a deux débats. Il y a la question des programmes, et sur la question des programmes, là, le débat est éternel. Depuis qu'il y a des programmes scolaires, il y a un débat autour des programmes scolaires, finalement, c'est assez naturel. Mais sur le fonctionnement du collège, sur ce moment assez délicat du passage à l'école primaire, où les enfants sont dans une classe, ne bougent pas, toujours le même lieu, avec un seul enseignant face à eux. Et brutalement, en 6e, ils se retrouvent avec entre 8 et 10 profs face à eux, en changeant de classe, parfois chaque heure. Donc il y a une grande perturbation dans la manière de travailler, dans le fait d'avoir un seul référent, que chaque prof n'a pas la même vision de chaque enfant. Donc il y a quelque chose, on voit bien, qui ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'il y a un combat qui est un combat à la fois politicien et aussi politique, je le reconnais, de la part d'une partie de la droite? C'est certain. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de cette égalité. Parce que qui que ce soit qui regarde la situation de notre pays est conscient qu'un système qui aggrave les inégalités des enfants n'est pas un système supportable. Supportable en termes de valeur, mais aussi supportable socialement, économiquement et dans la durée. Donc on ne peut pas admettre cette situation. Donc ceux qui continuent de défendre le meilleur pour quelques-uns, l'exception, on va dire, et puis de laisser les autres se débrouiller, je ne peux pas admettre ce discours. Et je le dis, la position de M. Le Maire, qui fait une opération politique de ce sujet-là, alors même qu'il a été membre des gouvernements qui ont supprimé la formation, ce qui est très grave, hein, supprimer la formation professionnelle de ceux qui ont en charge le diamant de notre avenir, c'est-à-dire les jeunes. Cécile Duflot, juste au-delà de M. Le Maire, il y a des critiques assez fortes sur
La deuxième partie de la réforme, puisqu'il y a deux réformes, Mmh. on va dire, il y a la réforme de l'organisation des collèges et la réforme des programmes qui est en cours d'examen actuellement, notamment examinée par les profs eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de ceux qui dénoncent un basculement de l'enseignement qui favoriserait, on l'entend dans certains milieux, l'islam contre la chrétienté, la repentance contre les Lumières. Est-ce que ça c'est un faux débat? C'est pas un faux débat, c'est un scandale de dire une chose pareille. C'est au contraire justement le travail qui est en cours sur les programmes, c'est de faire en sorte qu'on traite tous les sujets. D'ailleurs, quand on entend le mot roman national, où certains disent il faut le récit national, on voit bien que on fait référence à une période où l'histoire a été un instrument idéologique pour la constitution d'une génération, c'était à la fin du 19e siècle, revancharde. On a préparé le fait d'avoir une armée mobilisable pour aller combattre les Allemands. Donc on a créé un esprit soi-disant patriotique, de fait nationaliste, en utilisant pour ça l'histoire comme une méthode de conditionnement. Avoir une vision très large des questions historiques qui embrasse tous les sujets, et qui favorise surtout la réflexion des enfants, la capacité à se poser des questions, à interroger leurs enseignants, à entrer en dialogue avec leurs profs d'histoire. Je pense que c'est une bonne chose. Sur la question de l'islam, il y a une malhonnêteté extrême. Les trois grandes religions monothéistes sont enseignées depuis la fin des années 50. L'histoire de toutes les religions. De toutes les religions depuis la fin des années 50. Donc là, moi je suis vraiment outré qu'on ose faire ce genre d'opérations qui sont dévastatrices. Et vous dites quoi, que Bruno Le Maire utilise ça comme un tremplin personnel pour sa carrière politique? Je le dis, il a été membre d'un gouvernement dans lequel il y avait un ministre de l'Éducation, si mes souvenirs sont précis, qui avait dit que ça servait à rien d'avoir Bac+5 pour changer des couches en parlant des enseignants de l'école maternelle. Ce qui était extrêmement désagréable. D'abord parce que les enfants à l'école maternelle n'ont pas de couche, et ensuite parce que moi je considère que c'est nos enfants qui sont le bien le plus précieux de notre avenir, et que c'est avec eux qu'il faut avoir les personnes les mieux formées en plus. Donc je le dis, oui, ce que fait Monsieur le maire est assez grave en fait, parce que c'est d'une très grande malhonnêteté, et on voit bien quel est l'objectif. L'objectif est un positionnement personnel, pas du tout l'intérêt des enfants de ce pays. Ça c'est pour les critiques à droite, mais aussi des critiques à gauche, notamment de la part de syndicats d'enseignants, qui sont pourtant l'électorat un peu naturel de la gauche. Est-ce que vous pensez qu'on les a pas assez écoutés ? Moi, je pense qu'il faut toujours maintenir le dialogue sur des sujets qui sont, je le dis, des sujets très compliqués. L'éducation nationale, c'est une immense machine avec des gens très différents, avec des situations différentes, parce qu'on parle du collège, mais il y a des milliers de collèges, il y a des milliers d'équipes différentes, de façons de travailler, de parcours. Et je le dis, oui, c'est vrai que les enseignants ont aujourd'hui une mission qui est absolument essentielle. Je le redis, moi, c'est eux qui sont au cœur de l'avenir de notre pays, avec un vrai manque de formation et d'accompagnement. Souvent, ils sont laissés seuls. Notamment, j'ai parlé de la formation initiale qui avait été sacrifiée, qui a été commencée depuis Vincent Peillon à être remise en place, mais la formation continue. C'est-à-dire des gens qui sont enseignants entre 25 et 60 ans. Ils ont accès aujourd'hui à quelques conférences par-ci par-là, mais pas du tout à cet accompagnement qu'on donne à tous les salariés, notamment dans les secteurs un peu exposés. Et je le dis, c'est un travail exposé, c'est un travail qui nécessite pas seulement des compétences techniques, mais aussi de mettre du cœur, de l'énergie, de l'affect. C'est des relations humaines heure après heure, jour après jour. Et donc, qu'ils soient accompagnés, que ce travail sur la formation, sur la possibilité de travailler en équipe, pour moi, c'est indispensable. Et là, ils ont raison, effectivement, de demander à ce que cette partie-là de leur métier soit prise en compte. On va consacrer encore quelques minutes à cette réforme du collège, avec un pour-contre. On va essayer de rentrer dans le détail un peu des mesures qui sont proposées, et puis même peut-être aller au-delà. Et c'est Pierre qui commence. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre supprimer les options latin et grec pour quelques-uns et les remplacer par une sensibilisation aux langues et cultures de l'Antiquité pour tous ? Alors, moi je suis favorable. D'abord, je pense qu'il faut taire le faux débat. La ministre a dit que le latin et le grec resteraient des options. Donc, de fait, ce pan-là de la réforme il va y avoir des compléments qui vont être ajoutés. Voilà. Moi, je pense que l'enseignement du latin et du grec, c'est une bonne chose. D'ailleurs, comme tous les enseignements, je pense que plus on ouvre l'esprit des enfants, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que une des difficultés du système scolaire français aujourd'hui, c'est que nous avons des enfants qui ont moins de compétences que dans d'autres pays pour résoudre des problèmes complexes, mobiliser des compétences qui viennent de différentes disciplines
pour faire face à des difficultés. C'est-à-dire qu'on est un peu dans des canevas un peu formatés. Donc, travailler sur d'autres matières, comme le latin et le grec, c'est très utile, parce que ça permet d'avoir une autre vision, mais je pense que travailler sur les questions de civilisation, le faire dans une logique d'interdisciplinarité, là aussi c'est très intéressant. Y compris d'ailleurs d'avoir une réflexion sur l'éducation civique, parce que les civilisations grecques et romaines ont fortement nourri notre réflexion sur la démocratie, les statuts respectifs de l'homme, de la femme, de l'esclave, toutes ces questions-là sont indispensables. C'est pas pour ça que les enfants vont faire du latin et du grec, c'est pour être dans les bonnes classes. C'est plus compliqué parce que justement aujourd'hui, et moi je crois que là, dans ce cadre-là c'est possible, si on ne spécialise pas les classes, c'est-à-dire que ce n'est pas telle classe et telle classe qui font du latin ou du grec, et donc dans lequel on range entre guillemets les meilleurs élèves, mais si cette option est ouverte à tous les enfants du collège, ce n'est pas la même logique. De la même manière, les classes bilingues, moi je dois dire que je suis assez favorable à cet apprentissage tôt de la langue vivante. Mais je pense qu'il faut aussi se poser la question de la meilleure manière d'avoir accès à ces langues et notamment de la question de l'immersion. On en a beaucoup parlé, après notamment la Deuxième Guerre mondiale, dans ces moments de réconciliation, du fait de pouvoir faciliter les échanges assez jeunes, des échanges de culture, mais aussi d'être immergé dans le fait de parler une langue étrangère, ce qui est quelque chose d'essentiel pour un continent comme le nôtre, qui a vocation à évoluer vers davantage d'intégration européenne. Donc parler la langue de nos voisins avec qui nous travaillons, c'est absolument indispensable. Autre point, on est obligé d'aller un peu vite, hein, pardon. Pas, est-ce que vous êtes pour ou contre la mise en place des EPI, donc des enseignements pratiques interdisciplinaires, donc élaborés par les enseignants eux-mêmes, ce qui crée des différences d'un établissement à l'autre? Vous êtes pour ou contre cette idée? Alors moi je suis pour cette idée du travail en commun des enseignants. J'ai parlé de l'individualité, enfin de la multiplicité des enseignants face aux enfants quand ils arrivent en 6e par rapport à ce qu'ils ont vécu à l'école primaire. Donc un des moyens d'avoir une appréciation collective de la part de l'équipe enseignante vis-à-vis des enfants, c'est aussi de travailler ensemble. Et puis c'est d'ouvrir le terrain sur d'autres expérimentations pédagogiques et d'être en phase avec la sensibilité, les compétences, les spécialités propres de chaque enseignant. Et c'est une richesse et une chance justement que de ne pas croire d'abord que chaque prof fait son enseignement de la même manière. Donc ne réclamez pas l'uniformité. C'est ma question suivante. Il faut forcer les profs à plus d'interdisciplinarité. C'est une des revendications de la mobilisation d'aujourd'hui. C'est que certains profs trouvent ça très compliqué de travailler ensemble et surtout qu'on les force à le faire, même si ça a été expérimenté. Le problème dans votre question, c'est le mot « forcer ». Moi, je pense que c'est une chance. C'est une chance pour les enfants. C'est aussi une chance professionnelle pour les enseignants. C'est pour ça qu'il ne faut pas les forcer, puisque comme je pense que c'est une chance et que c'est très intéressant de travailler avec des collègues, d'échanger, d'avoir chaque année de fait du renouvellement, puisque ce sera un autre projet, qu'on verra les choses différemment. Donc ça donne aussi de l'intérêt au métier des enseignants. Donc je pense qu'il n'y a pas à forcer les enseignants, puisque c'est intéressant pour eux, mais qu'il faut leur laisser le temps. Et là, pourtant, certains ne sont pas d'accord. Parce que beaucoup disent on n'aura pas le temps de préparer ce travail en commun, et ça je pense que ça peut être entendu. Et on prend des heures aussi sur d'autres domaines qui sont importants. Mais en fait on ne prend pas des heures. Quand on travaille en interdisciplinarité, on travaille de fait sur chacune des disciplines, mais ensemble. C'est ça le principe. C'est ça en tout cas, c'est ça l'objectif. Mais c'est vrai que je pense que là, il ne faut pas imaginer qu'il y a un modèle sur ces moments d'interdisciplinarité qui serait fabriqué à Paris et qui devrait dégouliner sur chaque collège. Ça doit vraiment être élaboré par les enseignants eux-mêmes, aussi avec évidemment aussi avec on va dire des affinités avec certains collègues. On ne doit pas les obliger à travailler avec tel ou tel, mais il peut y avoir des affinités de travail comme dans toutes les équipes professionnelles. Il faut mieux leur vendre cette réforme. Entre forcer et vendre, voilà. Moi je pense qu'il faut simplement leur laisser la possibilité de prendre en main leur métier, tout simplement. C'est leur métier d'apprendre, de donner envie d'apprendre, de développer de la curiosité, eux aussi de trouver du plaisir dans leur travail. Moi je souhaite que les enseignants prennent plaisir à exercer leur métier, et souvent ils sont mis au banc des accusés. Quand je dis notre système ne fonctionne pas, ça n'est pas la responsabilité des enseignants, c'est la responsabilité d'une organisation et d'un système dans lequel on les a placés, où on a laissé peu de place à justement une manière de travailler avec les enfants différente. Alors justement, dernier pour compte, est-ce que vous êtes pour ou contre globalement donner plus d'autonomie aux établissements et donc un peu mettre fin au collège unique? Alors, non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi je crois que c'est assez bien de considérer qu'on ne va pas déterminer les enfants à 11 ans, qui est l'âge d'entrée en 6e.
10 ans, 11 ans, et que la suite de leur vie est déterminée. Donc je pense que ça, c'est un point important. Ensuite, je vous l'ai dit, la réalité, c'est que tous les collèges ne sont pas identiques. C'est qu'ils font face à des populations différentes, à des environnements différents, à des possibilités d'accès à des activités différentes, tout simplement. Et donc il faut respecter cette originalité et cette capacité aussi qu'ont les équipes enseignantes sur place à pouvoir se dire ensemble qu'elles ont envie de monter un projet qui ressemble au collège, qui ressemble aux enfants et qui ressemble aux enseignants. Allez, Cécile Duflot, on a déjà pas mal de retard accumulé, évidemment. On va parler aussi avec vous de la COP21, puisque c'est le grand événement de cette année, le grand événement environnemental. Valls et Hollande ont d'ailleurs placé l'année 2015 sous le signe de l'écologie, avec cette conférence sur le climat qui aura lieu en fin d'année. Alors, pas mal de contributions, quelques dizaines de contributions des pays qui vont participer à cette COP21 sont déjà arrivées, où ils donnent leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors on voit quand même que désormais, le changement climatique semble faire consensus, c'est-à-dire que les climato-sceptiques en tout cas sont moins entendus, on a l'impression de moins les entendre. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité des pays à trouver un accord en fin d'année? Alors, d'abord, je pense que le rôle des politiques, c'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'agir et d'être déterminé. J'ai vu ses contributions, j'ai vu ce qu'en a dit Nicolas Hulot, c'est-à-dire qu'il était inquiet à ce stade. Il dit que le compte n'y est pas. Oui, il a raison, mais nous ne sommes pas au bout du chemin. Et en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. C'est le rendez-vous d'un vrai changement. Nous avons besoin, pour l'avenir de notre planète, tout simplement, de faire le choix, parce que c'est un choix qui nous est offert, de dire que nous ne laissons pas la situation s'aggraver avec les conséquences qu'on imagine, mais que nous décidons le changement de cap. Pourquoi il ne faut pas laisser la situation s'aggraver? Parce que vous dites, avec raison, on n'est plus en 2009, au moment de Copenhague, où il y avait des débats avec des gens qui niaient la réalité du dérèglement climatique. Maintenant, le seul débat qui existe, c'est sur les conséquences. On les connaît déjà, c'est 100 milliards d'euros par an, c'est 300 000 décès, c'est plus de réfugiés à cause du climat qu'à cause des conflits armés. C'est des conséquences sur la biodiversité, des choses très pratiques. Ça veut dire qu'en 2050, il n'y aura plus de vent dans le Bordelais, comme il y en a aujourd'hui. Ce qui serait dommage. Exactement. Un des points importants, c'est la position des États-Unis. Ils ont annoncé un objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2025. Engagement qui est qualifié de fourchette haute par certains. Et pour vous? Mais je pense que le sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut comme objectif. Aujourd'hui, il faut atteindre 1,8 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an pour arriver à tenir l'objectif des 2 degrés d'ici 2050. C'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, ce scénario-là des États-Unis n'est pas suffisant. En même temps, ce que je veux dire, pour être pas optimiste, mais pour dire où nous en sommes, c'est-à-dire que les choses peuvent aller très vite. Si le choix qui est fait est le choix de la réorientation, notamment vers un objectif 100% énergie renouvelable, qui est quand même le meilleur moyen de ne plus émettre de gaz à effet de serre, eh bien nous allons y arriver. Et les sauts technologiques, chaque jour, davantage sont possibles, notamment en ce qui concerne le solaire, mais aussi l'éolien. Et puis évidemment, ce grand enjeu, et c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai un désaccord avec la politique qui est menée aujourd'hui en France, mais aussi sur ce qui est porté au niveau européen. Aujourd'hui, tous les moyens de la recherche devraient être orientés vers la transition énergétique, notamment vers le stockage, vers le développement des renouvelables, et la décision. Est-ce que c'est pas ça la décision que devrait annoncer nœud, la finalement, France? le stockage de Si l'énergie? François Hollande, je crois, voulait être à la hauteur de l'enjeu, il pourrait dire aujourd'hui, puisque l'ADEME a démontré que c'était possible, que la France fait le choix d'un scénario 100% renouvelable à horizon 2050. Nous pouvons le faire. Nous avons les moyens, et avec le CEA, avec des grandes entreprises françaises, nous aurions les moyens technologiques d'atteindre cet objectif. Donc ça veut dire investir massivement dans le stockage? Ça veut dire investir dans le stockage, investir dans toute la production des énergies renouvelables et dans les évolutions technologiques encore possibles. Sur le solaire, aujourd'hui, il y a des brevets qui sont déposés qui montrent qu'on arrive à des productions qui sont multipliées par 3 par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, avec les mêmes ressources technologiques. Donc le champ des possibles en matière d'énergie renouvelable est considérable. Donc aujourd'hui, le débat, il est moins sur de savoir si c'est 50, 75 ou 25% nucléaire, par exemple. Aujourd'hui, le vrai bon scénario, c'est 100% renouvelable. Et c'est
donc aussi, si on veut sortir de la dépendance au pétrole, aller vers effectivement un autre mode de propulsion des véhicules, des voitures. Mais je vais vous donner un exemple parce qu'il me tient beaucoup à cœur. C'est le projet Solar Impulse. C'est le projet d'avion solaire qui aujourd'hui a été capable de traverser le Pacifique. Et donc, qui est en train de faire un tour du monde. Exactement. On dit, regardez, il transporte le pilote et le copilote, si je ne me trompe pas, on dit, vous voyez bien, un avion solaire, ça transporte 2 personnes. Mais vous savez, quand on a commencé à faire des avions avec des ailes en papier, ici, pas loin d'ici, en France, je pense qu'on n'imaginait pas ce que serait l'A380. Donc aujourd'hui, le choix technologique, le choix de la recherche, c'est vraiment ça l'enjeu. Là, on déborde déjà sur la transition énergétique, mais on va rester sur la COP21 quelques minutes. Mais les deux sont très liés. Les deux sont très liés, Les deux évidemment. sont très liés parce que la COP, c'est un mais moment et c'est une rencontre. Ensuite, la question, c'est de savoir si on sera à la hauteur des engagements qu'on va prendre. L'enjeu aussi dans cette rencontre, c'est quand même d'emmener la Chine et l'Inde vers ces objectifs-là. Ces 2 pays n'ont pas encore donné leur projet. Ces 2 pays ont annoncé que leurs émissions allaient continuer à accroître, la Chine jusqu'en 2030. Comment est-ce qu'on peut inverser la courbe? Est-ce qu'on n'est pas un peu loin du compte avec ces pays-là? Alors, d'abord, la Chine, je pense qu'il y a un vrai sujet, un sujet intéressant. C'est que le Premier ministre chinois a dit lui-même que le modèle de développement était un modèle de développement qui n'était plus tenable. Parce qu'il faut savoir que la Chine fait face à un certain nombre de sujets. Le dérèglement climatique, qui nous préoccupe tous. Mais les questions de pollution, notamment, une pollution atmosphérique, aujourd'hui, ont des conséquences directes, immédiates et concrètes sur la santé des Chinois. Donc, il faut aussi savoir qu'une grande partie des émissions qui se passent en Chine sont dues au fait que nous achetons des produits chinois. Donc, c'est des émissions en Chine, mais qui sont motivées par les achats européens, par exemple. On a une responsabilité dans ces émissions. Oui, c'est pour ça que je considère que ce sujet-là est un sujet planétaire. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous sommes face à des décisions politiques qui engagent l'avenir de notre planète commune. Si vous lisez le livre de Jared sur l'effondrement, qui montre l'effondrement de certaines civilisations, on pense à l'île de Pâques, à d'autres, c'est souvent, voire même quasiment toujours, un effondrement pour des causes environnementales. Surconsommation des ressources naturelles, du bois. Je veux juste terminer. Et donc, ça a conduit à l'effondrement de civilisations localisées géographiquement. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas localisé géographiquement, c'est pas une civilisation ou une autre, il est mondial. Et donc, effectivement, ce qui se passe chez les Chinois nous intéresse. Mais nous en sommes co-responsables. Les produits que nous achetons et qui viennent de Chine émettent des gaz à effet de serre en Chine, qui ont eu des conséquences sur le dérèglement climatique planétaire, mais nous en sommes aussi responsables. Cécile Duflot, quelques questions d'internautes sur ce sujet et sur le fond. Un internaute qui nous demande qu'est-ce qu'on fera si les États-Unis et la Chine, certes, réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, mais choisissent le tout nucléaire à la place. C'est exclu. C'est très simple, ni les Chinois ni les Américains ne sont dans une logique d'investir massivement dans le nucléaire, voire même très marginalement. Les choix d'investissement en Chine, et d'ailleurs ça devrait nous poser une question à nous, la France, sont des choix qui sont dans le renouvelable. C'est qu'un jour, on se retrouvera, nous, à être les derniers des Mohicans à avoir des centrales nucléaires. Donc nous avons intérêt à bouger rapidement. De Patricia, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement le même objectif de réduction avec la même durée, puisque là, les pays sont tous en train de faire des propositions différentes avec des échéances différentes? Oui, alors c'est normal, on essaye de faire converger. L'objectif, ça doit être un objectif commun. Et d'ailleurs, ça doit prendre en considération aussi la situation des pays du Sud. C'est pour ça que moi je suis très attentive et je suis en soutien de l'initiative de Jean-Louis Borloo qui travaille sur la question de l'électrification en Afrique et du développement des renouvelables, parce que nous ne pouvons pas dire nous on a utilisé entre guillemets tous nos quotas, on a utilisé les énergies fossiles et puis maintenant débrouillez-vous. Quand je parle de solidarité planétaire, elle est dans les deux sens. Donc cette question ne se pose pas pays par pays, elle se pose de manière collective. Évidemment que tout le monde ne part pas du même point, n'a pas les mêmes atouts, mais on voit aussi quand même que ceux qui s'y sont lancés plus tôt, je pense au Danemark par exemple, montrent qu'ils sont en train d'atteindre des objectifs qui sont des objectifs qui apparaissent très ambitieux. Et moi, mon regret, c'est que la France est très en retard. Nous allons accueillir la conférence sur le climat. On est parmi les derniers sur la fiscalité écologique en Europe. On n'est pas du tout parmi les champions sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on a renoncé à la taxe poids lourd, renoncé à l'autoroute ferroviaire. La loi sur la transition énergétique arrive en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure. Ce mardi, là, c'est parti. On va l'examiner pour la deuxième fois à l'Assemblée. Elle revient du Sénat, du coup, où elle a été quand même largement remaniée, cette loi. Vous avez déjà des critiques. Vous dites qu'on n'est pas dans le 100% renouvelable, qu'on ne s'est pas fixé cet objectif-là pour 2050. Est-ce que vous l'avez votée en première lecture, cette loi? Est-ce qu'en l'état, vous allez la voter en deuxième lecture? Alors, d'abord, elle a été remodifiée puisque cette loi a déjà été... votée en première lecture. Oui, non, mais elle a été revue en commission avant de venir en deuxième lecture. Donc, elle a
on va dire, repris des couleurs et repris la teinte qu'elle avait Sa en teinte première lecture initiale. à l'Assemblée. La position des écologistes, j'ai le plaisir d'être le chef de file du groupe écologiste sur ce projet, est assez simple. Si elle retrouve la lettre de ce qu'elle était en première lecture, nous la voterons. Est-ce que c'est la loi des écologistes? Non, c'est très simple. Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Oui. Est-ce que je crois que l'enjeu aujourd'hui, et je le dis de façon encore plus importante qu'au moment de la première lecture, qui a eu lieu à l'automne, avec ce qui s'est passé à Flamanville avec le PR, nous devons dire aujourd'hui, le vrai débat à ouvrir, c'est la France 100% renouvelable. La France 100% renouvelable, une France inventive, une France qui dépose des brevets, qui participe des sauts technologiques, qui utilise aussi une chance que nous avons. Nous avons des ressources marines, des ressources éoliennes, des ressources solaires considérables. Nous avons une chance très très importante, et aussi en termes de géothermie par exemple. Donc c'est ça l'objectif, et la réouverture du débat, j'allais dire que l'étape qui suivra la loi de transition énergétique, pour moi c'est ça, parce que c'est un point d'étape, et c'est un premier pas inintéressant, mais ça n'est pas, je crois, à la hauteur des enjeux de la conférence sur le climat. On pourrait faire mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un autre texte plus tard? Ça veut dire que dans les décrets d'application, il faut aller plus loin? Ce que j'espère, c'est qu'à l'automne, et au moment de l'accueil sur la conférence sur le climat, le président de la République, qui aura un rôle important, puisqu'il sera au cœur de ce moment mondial où on attend aussi l'exemplarité du pays hôte. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez évident. Disent que la France y est prête. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, et je vous le dis, nous voterons en faveur de cette loi. Est-ce qu'il doit faire fixer un nouveau cap au Mais moment où la conférence sur le climat? je pense que nous devons être plus ambitieux, et surtout qu'il faut arrêter avec les reculades. Moi, je n'accepte pas qu'on veuille donner des leçons et dire qu'il faut être tous ambitieux au moment de la conférence sur le climat et avoir renoncé, je le dis, à la taxe poids lourd, alors que la Pologne l'a mise en place, par exemple, qu'il faut continuer à développer le fret ferré quand on abandonne l'autoroute ferroviaire entre le nord de la France et l'Espagne. Pour moi, c'est un contresens, que sur beaucoup d'autres sujets, des sujets relatifs à l'agriculture par exemple, on ne soit pas encore allé aussi loin que nous devrions. Et sur Fessenheim, est-ce que parce que la fermeture de Fessenheim ne figure pas explicitement dans la loi, vous la redemandez. Vous demandez que ça y figure. Vous savez, la fermeture de Fessenheim, c'est un engagement solennel du président de la République. Oui. Donc moi, j'attends simplement que le président de la République mette en œuvre ses propres engagements. Vous y croyez encore? C'est aussi des questions qu'on reçoit. On est mi-2015. Hein. Oui, ça doit être fermé en 2017. Chaud, là. On verra, la vie répondra. Et sur l'EPR, vous évoquiez tout à l'heure les accidents financiers et techniques qu'on a constatés. C'est pas un accident financier et technique, c'est une catastrophe industrielle. Il faut appeler les choses par leur nom. Une catastrophe industrielle. Et alors, il faut en faire quoi à ce stade de la réalisation du projet? Moi, je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter la construction de cet EPR. On n'arrive pas à construire celui de Finlande. Celui-là, il a une cuve qui ne remplit pas, de fait, les normes en matière de sécurité sur les questions de choc thermique. On n'est pas sur des petits sujets. Aujourd'hui, il faut dire, tout l'argent dont on dispose, il est orienté vers le 100% renouvelable. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il faut dire les choses avec simplicité, parce que c'est possible et c'est moins cher. C'est possible, c'est moins cher et c'est moins dangereux. Qui peut me dire que nous devons continuer à développer une technologie plus coûteuse, plus dangereuse, alors que nous pouvons faire moins cher et moins dangereuse? Vous allez effrayer les gens du Cotentin, là. Non, je ne veux pas effrayer les gens du Cotentin. Le PR n'est pas construit. Donc, ensuite, sur les dangers du nucléaire, oui, nous avons tous collectivement payé pour voir. À Fukushima, à Tchernobyl, nous savons quel est le risque nucléaire. Et je vais vous dire, moi, je n'ai aucun problème moral avec l'énergie nucléaire. Simplement, en tant que responsable politique, quand une installation a un risque qui est sans conséquence, sans commune mesure avec tous les autres accidents en matière de durée et d'ampleur, alors qu'on peut faire autrement, on se prive de ce risque. C'est aussi simple que ça, c'est une décision très rationnelle. Très rationnelle. On peut faire autrement pour moins cher et moins dangereux, on le fait, tout simplement. Parlons pragmatisme avec la ministre de la Transition énergétique, qui est Ségolène Royal, en fait. Elle prend régulièrement position sur des sujets populaires, mais qui sont parfois en contradiction avec l'écologie. Je pense au feu de cheminée, à la baisse des tarifs autoroutiers, au refus de la circulation alternée. Pour vous, c'est étrange, c'est pragmatique. Est-ce que l'écologie doit toujours être punitive et contraignante? Alors, quand vous dites ça, je dis souvent, qu'est-ce que ça veut dire, au-delà du mot? C'est pas punitif de respirer des particules fines, c'est très punitif. Ça fait plus 40% d'asthme chez les moins de 14 ans dans les 15 dernières années.
C'est très Donc punitif. l'écologie punitive, c'est un non-sens pour vous? Ah oui, c'est un non-sens. Aujourd'hui, ce qui est punitif, c'est la pollution aux particules fines, notamment par les camions. Et quand on supprime la taxe poids lourd et que donc on ne met pas les camions sur les trains, de fait, parce que ça coûte toujours moins cher de faire rouler des camions dans des situations sociales aussi, parce que je pense à une partie des conducteurs de poids lourds qui viennent des pays de l'Est, qui sont de fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont, exploités dans leur manière de travailler, oui, c'est là qu'on est punitif. Et donc, prendre des décisions contre l'écologie, c'est pas prendre des décisions qui sont positives. C'est pour moi des décisions négatives, tout simplement. Une question de JS 2015, année de la COP21, dit-il, l'écologie est dans la vie quotidienne et maintenant dans les consciences de chacun, et pourtant il reste tant à faire. Comment expliquez-vous que l'écologie politique ne fasse pas de meilleurs résultats aux élections? Alors, c'est très difficile pour moi d'apporter cette réponse, mais parce que j'espère que les choses changent. Pour vous dire, est-ce qu'on a besoin d'écologistes aux manettes? La réponse est évidemment oui. Je pense que les choses sont beaucoup plus faciles. Et surtout parce qu'aujourd'hui, une partie des freins au développement d'une vraie politique écologiste, elle est dans les têtes des dirigeants politiques, de droite et de gauche, je vais vous dire. Et notamment parce qu'il y a un effet de génération où les questions d'écologie n'étaient pas au centre des préoccupations, où il fallait la croissance, enfin, les conséquences sur la santé. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec les pesticides, avec ces procès qui commencent à exister de la part de familles, notamment de viticulteurs, qui sont décédés parce qu'ils ont traité leur vigne. Et on sait le lien maintenant direct avec le cancer. On voit bien que les choses sont en train d'évoluer, mais on a un îlot de résistance au sommet de l'État qui, moi, me désespère un peu. Donc oui, je sais qu'on a besoin des écologistes. Est-ce que nous sommes parfaits ? Est-ce que nous sommes en situation de donner des leçons? Non. C'est pour ça que moi, je m'astreins à vouloir travailler sur ces questions et à essayer de faire avancer l'écologie avec ceux qui ont envie de le faire. On a pu en tout cas en parler ce matin. On a pris 10 minutes de retard au début de cette émission, on va les prendre à la fin, donc l'émission va encore durer une dizaine de minutes, je le dis pour nos internautes. On va parler un petit peu de politique à la fin de cette émission. Manuel Valls, justement, a confirmé hier matin sur France Culture qu'il y aura bien des ajustements, je le cite, au sein du gouvernement en juin. Vous avez dit, il faut aussi que les écologistes soient aux manettes. Alors on a eu évidemment une foule de questions d'internautes à ce sujet. Les Verts sont-ils toujours dans la majorité? Quelles sanctions pour les écolos qui iront au gouvernement? Est-ce qu'il faut que les écolos retournent au gouvernement? Quelle réponse vous avez à ça? Est-ce que les Verts sont toujours dans la majorité? D'abord, les Verts ont répondu à la question de participer aux institutions depuis 20 ans, on va dire les choses comme ça. Donc oui, les écologistes, et moi je suis une femme politique, je suis pas là, je suis aussi une militante écologiste, mais je suis une femme politique, je pense qu'il faut exercer les responsabilités. Ensuite, pour pouvoir faire les choses et être fidèle à ses engagements et aux gens qui nous ont élus, il faut que la politique globale, le cap qui est donné à l'action politique, soit, si ce n'est identique, du moins en convergence de vues avec ce que défendent les écologistes. Et aujourd'hui, force est de constater, vous l'avez pointé vous-même, que les choix qui ont été faits par le gouvernement ne vont pas dans le sens de la transition écologique. Je le regrette. Et d'ailleurs, si ça n'était pas le cas... Et vous votez tout de même la loi. Il y a beaucoup d'internautes qui soulignent... On vote contre certaines lois, on vote pour d'autres. Sur la loi de transition énergétique, ça n'est pas la loi que je souhaiterais, mais elle ne va pas dans le mauvais sens. Sur un certain nombre de sujets, elle va même vraiment dans le bon sens. Donc il ne faut pas hésiter à voter pour. Donc c'est pour ça qu'on regarde les choses point par point. Et est-ce que nous sommes membres de la majorité? Nous avons contribué à la Constitution en 2012. Voilà. Donc alors vous en faites toujours partie. Pour avoir de l'influence, donc il faut être soit au gouvernement, soit peser au Parlement, ou les deux. Alors, votre ami jardinier François de Rugy dépose une proposition de loi pour introduire la proportionnelle. Jardinier ? Oui, c'est une expression qui a été échangée par tweet, mais bon... Des échanges de tweets au sujet de fleurs, me semble-t-il. Oui, oui. Vous avez eu un week-end très fleuri, je crois, récemment. Il n'y avait pas de sous-entendu, mais c'est impossible de dire le contraire. Je n'ai pas dit qu'il venait bêcher votre jardin. Donc, il doit déposer prochainement une proposition de loi sur la proportionnelle applicable aux législatives de 2017. Alors, est-ce qu'il a bien fait de le faire un peu tout seul dans son coin? Et puis, est-ce que vous pensez que François Hollande est décidé à le faire? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la proportionnelle, ça n'est pas la proposition de loi de qui que ce soit. C'est une nécessité si on veut revivifier notre démocratie. On a parlé de la crise écologique. On a peu parlé de la crise économique, mais pour moi, elles sont totalement liées. On pourrait y revenir. Une autre émission. Avec plaisir. Mais la crise démocratique de notre pays, elle est réelle. Et elle est réelle aussi parce qu'aujourd'hui, ne sont pas représentés dans le lieu qui devrait être celui de la décision, c'est-à-dire le Parlement, l'ensemble des familles politiques à leur juste proportion. Je parle moins des écologistes, nous avons un groupe, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République, mais
Je pense que des familles politiques, comme l'extrême droite, Donc vous voulez une proportionnelle intégrale? Mais vous savez que c'est le cas dans la quasi-totalité des pays européens, sauf la Grande-Bretagne et la France. Donc, et c'est un facteur, on dit c'est un facteur de déstabilisation, pas du tout. Est-ce que l'Allemagne est déstabilisée? Est-ce que aucun pays européen ne dysfonctionne? Je crois au contraire que c'est une nécessité de revivifier la démocratie. Et aussi de se reposer la question de la présidentielle, pour une raison très simple. Aujourd'hui, on vit dans un pays où on a une élection tous les 5 ans, et ensuite le président a, pas tout pouvoir, mais a une forme d'autorité qui, à mon avis, d'ailleurs, l'enferme, parce que tout remonte vers lui. Et la vie démocratique de notre pays ne fonctionne pas bien. Donc oui, bien sûr, il faut la proportionnelle. Et je pense que c'est un combat qui n'est pas un combat des écologistes, mais qui doit transcender toutes les familles politiques, y compris la droite et le centre. C'est pour faire en sorte que la vie politique de notre pays ressemble à ce qu'est aujourd'hui notre pays et évite cette crise de représentation qui est de plus en plus puissante. Et par ailleurs, je suis préoccupée de la progression continue de l'extrême droite, de sa capacité à gagner des élections aujourd'hui au scrutin uninominal. Donc l'absence de proportionnel ne nous prémunit pas du risque de l'extrême droite, alors que sa présence dans les institutions montre bien la réalité de ce qu'elle est. Donc je suis pour que cette proposition de proportionnel soit portée par toutes les familles politiques, que ce soit un accord général pour dire voilà comment nous devons moderniser notre pays. Pour ce qui est du président de la République, là aussi ça faisait partie de ses engagements, à raison, parce que je pense que c'est une nécessité. Alors, on a une question de Yves, un internaute, qui est sur l'avenir des Verts. Est-ce que l'avenir des Verts, c'est pas comme ce qui est en train d'arriver pour le centre, c'est-à-dire un parti allié avec la majorité, un peu comme l'UDI, et un parti un peu plus indépendant comme le MoDem, pour sortir les querelles, on est dedans, on est dehors, on peut... Non, mais moi, justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut évoluer sur la représentation au sein de l'Assemblée nationale, pour que, comme dans les régions, puisque nous allons avoir une élection régionale bientôt, qui est une élection importante. Moi, je vais faire la campagne d'Emmanuelle Cos, qui est notre candidate en Ile-de-France, qui est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, et j'ai été candidate la dernière fois. Il y a 50 élus écologistes à la région Ile-de-France. Les choses ont beaucoup bougé. Simplement, pourquoi il y a eu 50 élus? Parce que les électeurs ont voté pour, tout simplement. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça n'est pas du tout le cas. Donc quand les choses seront différentes, on pourra justement avoir des coalitions de projets qui seront lisibles vis-à-vis des électeurs, qui n'apparaîtront pas comme des accords entre partis, qui seront quelque chose de constructif, d'utile et de stabilisateur pour la démocratie française. Un mot, Cécile Duflot, sur la présidentielle, justement, et sans faire de politique politicienne. Votre ami Jean-Vincent Placé, dans le livre qui sort jeudi, que je n'ai pas lu, que vous n'avez pas lu, mais vous dit qu'il est impératif qu'il y ait une candidature unique au premier tour de la présidentielle, parce que le ticket d'accès au second tour sera très élevé et qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur une candidature écologique. D'abord, il faut quand même dire que depuis 1974, il y a eu un candidat écologiste au premier tour de l'élection présidentielle. Il faut simplement prendre en compte la réalité et que ça n'a pas empêché ni que François Mitterrand soit élu, puis même réélu, ni que François Hollande soit élu. Voilà la réalité des choses. Ensuite, sur le ticket d'accès, sur ceux qui savent quel sera le résultat du premier tour de la présidentielle de 2017, chapeau bas, moi je suis incapable de le dire. Je considère qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qui va se passer dans l'année et demie qui vient, la manière dont les choses vont se dérouler, que la politique c'est un mouvement, c'est une dynamique. Ensuite, je fais partie de ceux qui considèrent que l'élection présidentielle telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas une bonne chose pour la démocratie française parce qu'elle personnalise à outrance. Donc j'ai pas de relation, j'ai une relation très dépassionnée à cette question de la présidentielle. Simplement, le vrai sujet, c'est la représentation des écologistes, la représentation de l'écologie, la conquête du pouvoir par les écologistes, parce que je pense que nous en avons besoin. Pas les écologistes, mais notre pays et plus largement notre planète. C'est pour ça aussi que je suis allée faire la campagne des candidats écologistes en Grande-Bretagne, que je vais aller voir mes amis allemands. Je pense que c'est un sujet, je le disais, c'est un sujet planétaire. Mais politiquement, au sens noble du terme, c'est pas un sujet de jeu de taquin politicien français, c'est un vrai sujet de projet et de ce qui sera fait. Et moi, je serais, si un candidat à la présidentielle portait le projet écologiste, quel qu'il soit, même de manière non majoritaire mais très large, il pourrait avoir notre soutien sans difficulté. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qui porte l'écologie dans notre pays. C'est Europe Écologie Les Verts. Juste une question de Xavier au passage qui vous demande, Madame Duflot, où en est l'encadrement des loyers dans les grandes villes qui était prévu dans votre loi, la loi que vous avez fait passer quand vous étiez ministre du Logement? Alors, il paraît que
au début de l'été, ce sera en cours, ce sera en place à Paris, je En l'espère. juillet. Oui, c'est ce qui a été annoncé, je le souhaite. Je pense d'ailleurs que le débat qu'on a vu poindre ces derniers jours autour de la réduction des APL, moi, me choque énormément. C'est-à-dire qu'on dit il faut faire baisser les APL parce que ça a augmenté les loyers, mais on ne veut pas faire l'encadrement des loyers. Il y a un faux débat et des mensonges qui sont proférés autour de cette question On du parle logement beaucoup en France. du marché de l'immobilier qui Exactement. souffrirait de ces mesures. Là, pour le coup, c'est une légende urbaine. Enfin, l'histoire répondra, parce que c'est ce que j'ai dit souvent, c'est une loi qui a non seulement été capable d'avoir des effets depuis 2008, et en plus sur l'ensemble de l'Union européenne, puisque la crise de l'immobilier n'est pas une question française, mais une question européenne. Donc évidemment que c'est de la fumisterie, cet argument. C'est pas parce qu'il a été répété par certains que ça lui donnait plus de force. En revanche, sur l'encadrement des loyers, face à un marché contraint, où c'est pas parce que les loyers augmentent qu'on construit plus, on l'a vu depuis 1986, il fallait et il faut absolument mettre en place cette régulation, qui n'est pas une fixation administrative des prix, mais une régulation d'un marché qui s'envole sur un bien de première nécessité. On a tous besoin d'avoir un toit sur la tête. Et ne surtout pas toucher aux aides au logement, comme c'est envisagé, on va dire. Il faut savoir, il faut dire la vérité aujourd'hui. Il y a un rapport très fouillé qui a été fait il y a 2 ans sur les aides au logement qui montre que les APL, c'est ce qui permet aux femmes avec des enfants seules, ce qui est un vrai sujet de notre pays, les familles monoparentales, les femmes qui assument seules leurs enfants, souvent d'ailleurs sans pension alimentaire, de ne pas tomber dans la grande pauvreté et de pouvoir avoir une chambre pour leurs enfants. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que les APL, ça aide les femmes seules avec leurs enfants à pouvoir se loger dignement. Donc, mettre en cause les APL aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce serait mettre en cause ceux et celles, et surtout celles qui en ont le plus besoin. Dernière séquence de l'émission, on y est arrivé finalement. Michel, on commence avec les questions d'actu. 3 questions d'actu de la semaine. Rapidement, donc ce week-end, Manuel Valls s'est prononcé contre les quotas, je parle là de réfugiés, et a indiqué que la répartition des migrants entre les différents pays ne pouvait concerner que les demandeurs d'asile. Vous en pensez quoi? Qu'il a tort. Il a tort, et d'ailleurs il se contredit lui-même, il y était favorable il y a quelques années. La vérité, c'est qu'on ne peut pas laisser faire reposer cette situation uniquement sur la Grèce, sur l'Italie, c'est-à-dire sur les pays d'accueil. Donc il faut mettre en place les quotas. Il faut faire, ce qui est c'est un pis-aller. Moi, je pense qu'il faut absolument travailler. On parlait tout à l'heure de la question de l'électrification en Afrique, de la stabilité de ces pays, du co-développement. Aujourd'hui, on pourra mettre tous les barbelés de la terre, tous les bateaux militaires dans la Méditerranée. Vous imaginez ce que c'est être une maman, prendre un bateau avec ses 2 mômes dans les bras? On est dans un état de désespoir tel qu'on est prêt à prendre le risque pour sa vie et ses propres enfants. Donc il faut être conscient que les réfugiés qui fuient la guerre ou qui fuient l'extrême misère, voire même la faim, on ne mettra pas des bateaux de guerre contre eux. Donc il faut travailler sur cet aspect-là et ensuite sur la capacité, effectivement, d'intégration dans nos pays. Moi, ce qui me choque le plus, je le dis, c'est sur les réfugiés syriens où la France, aujourd'hui, n'a pas pris sa part. Il y a des dizaines de milliers qui ont été accueillis en Europe, quelques centaines en France seulement. Ça ne me semble pas possible. Et de la même manière, je pense que nous avons un certain nombre de devoirs à exercer et que les choses, dans l'immense majorité des cas, se passent bien. C'est aussi là que vous allez me dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais au travers des questions d'immigration, on provoque aussi des faux débats dans notre pays. On monte les gens les uns contre les autres et je pense que c'est une grave erreur politique. Donc ça veut dire que ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, à la frontière italienne notamment, il faut laisser faire, il faut laisser ces gens rentrer, il faut... Mais on voit bien que la situation aujourd'hui n'est pas tenable. Et qu'est-ce qu'on va faire? J'avais entendu, il y avait une ancienne députée UMP qui avait dit on n'a qu'à repousser les bateaux. Mais enfin, on a atteint des seuils d'inhumanité absolument incroyables. Donc oui, il faut travailler des 2 côtés de la Méditerranée, d'abord, et ensuite, effectivement, les accueillir dignement et à pas dire c'est l'Italie qui se débrouille. C'est l'Italie qui paye les bateaux pour sauver ces personnes qui risquent leur vie, et puis ensuite qui se débrouillent pour les accueillir. Ça, c'est pas... Quand on demande la solidarité en Europe, c'est dans tous les sens. Est-ce qu'il faut lutter contre les réseaux de trafiquants, on les appelle les trafiquants maintenant de migrants? Bien sûr. Alors là, je vais vous dire, la misère engendre des profiteurs de la misère. Ça vaut pour les marchands de sommeil, et la crise du logement. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans des conditions absolument apocalyptiques en France et qui enrichissent des voyous, mais ça vaut aussi dans ce type de situation. Et bien sûr qu'il faut être absolument déterminé à lutter contre ces gens qui profitent de la misère, c'est une certitude. Autre sujet hier, l'affaire Kerviel, avec le témoignage publié par Mediapart d'une enquêtrice qui a enquêté donc sur l'affaire Kerviel et qui indique que la hiérarchie du trader était en fait au courant. Est-ce qu'il faut réviser le procès Kerviel? Oui, je pense que, en tout cas, on voit bien qu'il y a eu quand même
quelque chose d'assez bien réussi, on va dire, par les avocats de la Société Générale, d'imaginer que ce monsieur aurait pu faire tout seul dans son coin. Moi, j'en fais pas un héros, hein. La fonction qu'il remplissait, sa mission, je pense que des difficultés qu'on vit, c'est aujourd'hui la financiarisation de l'économie et cette accélération d'ailleurs des jeux financiers. Donc je pense que c'est un des éléments de déstabilisation de l'équilibre de notre économie. Ça, c'est un premier point. Mais en revanche, dire que la Société Générale a été simplement victime, à l'époque, personne n'y croyait beaucoup, mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui tendent à faire penser qu'il faudrait reposer le sujet. Et d'ailleurs, pour effectivement avoir une réflexion sur ce que ça veut dire aujourd'hui, ce que veulent dire les activités financières. Le président de la République s'était engagé à une loi bancaire qui était assez inaboutie. On voit bien que toutes ces questions liées au mouvement financier avec les pays qui ont des taux d'imposition très faibles et qui du coup permettent à des entreprises de voler les pays sur lesquels elles travaillent, pour dire les choses très simplement, toutes ces questions-là sont au cœur de la période qui vient. Parce que si nous ne luttons pas de façon acharnée contre la fraude fiscale, contre une financiarisation de l'économie qui était déjà le cas, qui a abouti à la crise de 2008, mais qui est en train de reproduire les mêmes racines, on se trompe. Et donc, du coup, si vous me permettez, je ferai le lien avec la coopérative des anciens des glaces Pilpa qui se sont relancés et qui montrent justement qu'il y a d'autres modèles beaucoup plus robustes économiquement, beaucoup plus solides, qui valorisent le travail bien fait et pas une logique financière où on ferme des usines simplement pour faire des annonces pour les analystes financiers. Ce qui veut dire décidément qu'il faut qu'on fasse une émission sur l'économie très bientôt. Autre affaire qui a marqué les esprits hier, c'est le verdict dans l'affaire Zayed et Bouna, puisque les deux policiers qui étaient devant le tribunal à Rennes pour cette affaire ont été relaxés. Alors évidemment, le politique et la justice sont séparés dans la République. Et évidemment, on ne va pas commenter une décision de justice, mais ça fait quand même beaucoup de bruit aujourd'hui, et beaucoup de bruit notamment sur la façon dont on traite, disons, les banlieues aujourd'hui. Est-ce que depuis 2012 et l'élection de François Hollande, on a fait assez pour les banlieues ? Non. Voilà, moi je le dis, et puis c'est une discussion de longue date. J'étais ministre, vous l'avez rappelé, de l'égalité des territoires et la politique de la ville, qui était exercée par François Lamy, faisait partie du périmètre de ce ministère. Et je pense qu'au-delà des politiques, on va dire, budgétaires, il y a une question de considération, et notamment de la part de François Hollande, qui a fait des résultats extraordinaires dans certains quartiers, dans certains bureaux de vote. Il a fait 90% des voix parce qu'il y avait l'attente, après le Karcher, après le mépris dont avait fait C'est un problème d'image, de relation avec les banlieues. Oui, et de relation d'une partie de cette jeunesse. Parce que la vérité de l'affaire Zayed et Bouna, c'est que deux gamins qui n'ont rien à se reprocher, R-I-E-N, rien, ils ont peur de la police. Oui, ils se mettent à courir dès que les voitures de police arrivent. Pourquoi ? Bien sûr qu'il y a des policiers qui font bien leur travail, mais bien sûr aussi deux choses, qu'aujourd'hui, les contrôles aux faciès, ça existe toujours, que vous, peut-être, vous vous baladeriez pendant une semaine, il vous arriverait rien, et quelqu'un d'autre, avec la peau plus foncée, en une journée, il serait contrôlé 3 fois. Et que donc, cette question, par exemple, du récépissé, le récépissé à donner à chaque contrôle. C'est-à-dire de rendre ce contrôle d'identité, pas de le limiter, mais de le rendre beaucoup plus administratif, de l'objectiver. Je pense que ça, c'est une occasion ratée. Et il reste encore du temps, mais je pense qu'on doit le faire. Et qu'il y a vraiment aujourd'hui, ce serait se cacher derrière son petit doigt, que de ne pas considérer que des enfants qui sont nés en France, dont parfois même les parents sont nés en France, mais qui n'ont pas la même couleur de peau, ne sont pas victimes aujourd'hui d'une vraie discrimination. Et ça, moi, je ne l'admets pas. Je le dis souvent en souriant. Ça ne se voit pas parce que je m'appelle Cécile Duflot et que je suis blanche. Mais moi, j'ai été élevée dans un collège, dans une école où, en CP, j'étais la seule à avoir la peau de cette couleur-là. Et donc, ce sont mes camarades de classe qu'on insulte et qu'on méprise aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs en plus une erreur, parce que la jeunesse de ce pays, elle est pour une grande part dans ces quartiers. Elle est pleine d'inventivité, pleine de projets, pleine d'envie aussi de construire la France. Et aujourd'hui, le message qu'on leur envoie est un message qui est un message très triste et qui, moi, me fait mal parce que, pour le coup, je suis républicaine et je considère que la citoyenneté dans une république, elle est faite de gens qui y adhèrent et qu'on fragilise le lien à la République de certains de ces quartiers de façon irresponsable. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Cécile Duflot d'être venue sur ce plateau, parler des collèges, parler de la transition énergétique et de la COP21. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Michel, merci Pierre de m'avoir assisté pendant cette émission et d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis avec ce petit décalage. Encore toutes nos excuses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.